voudrais que tu te présentes un peu au public japonais. D'accord. Traduit, d'accord. Non, je traduis pas, c'est tout en français. Ah d'accord, c'est tout en français. Bonjour, alors donc, je m'appelle Arthur Depince, je suis l'auteur de bande dessinée. Et j'ai démarré dans le dessin animé et ça fait 6 ans que je fais exclusivement que des albums de bande dessinée, dont celui-ci. Voilà, je suis à Angoulême pour rencontrer mon public. Alors je travaille principalement sur ordinateur. J'utilise un logiciel qui s'appelle Illustrator, avec lequel je fais ces dessins. Voilà. Et je peux dire d'autres. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter Zoomillennium? Alors, Zoomillennium, c'est un parc d'attractions. Voilà, c'est un parc d'attractions qui est situé dans le nord de la France, qui est une région de grande tradition ouvrière et de grande tradition de drames sociaux. C'est une région dans laquelle se déroulent beaucoup de films et de romans avec une thématique sociale très forte. Et c'est le cadre de mon histoire, avec, vous voyez, une zone industrielle, tout ce qu'elle a de plus pittoresque, avec dans le fond le parc d'attractions. Et ce parc d'attractions, c'est un parc dans lequel travaillent des monstres. Et le public ne sait pas que ce sont des vrais monstres, mais en réalité ce sont un vrai vampire, un squelette, etc. Donc salut Diego. Et ça va, ouais. On s'en fout. Et donc, au sein de ce parc d'attractions, dans ce tome-là, enfin dans ce tome 2, en fait, on suit 2 histoires, notamment celle de villageois qui veulent commettre un attentat dans le parc. En fait, tout le sujet de l'album, c'est le rapport entre les monstres et les humains, car évidemment la thématique est la même que dans Freaks de Todd Browning, à savoir les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. En l'occurrence, les monstres qui sont les héros de mon histoire, ce sont les gentils et ce sont les humains qui sont les méchants. Quel est le personnage principal de l'album? Alors, du premier album? Alors du premier album, on suit les aventures d'un type qui s'appelle Aurélien, qui se retrouve embauché malgré lui dans le parc. D'ailleurs, on le voit ici, c'est lui. Donc voilà, donc là il est déjà un démon, mais dans le premier tome on découvre le parc à travers ce personnage. Et on suit aussi les aventures de Gretchen, qui est une sorcière. Et en fait c'est une chasseuse de tête, c'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe d'aller recruter les gens qui vont devenir des monstres. Et donc ça, ce sont les héros du tome 1, et le tome 2, en fait, on suit plus les aventures de Cyrus, qui est le directeur, le délégué syndical du parc, et Francis, qui est le directeur. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta série, présenter très simplement ta série La Marche des Crabes? Oui, malheureusement, j'ai pas la BD sous la main. La Marche du Crabe, c'est une fable avec des animaux, en l'occurrence des crabes, qui ne peuvent. C'est une variété de crabes qui vit sur la côte et qui ont un handicap, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer de direction. C'est-à-dire que chaque crabe est condamné à toute sa vie à marcher selon la même ligne droite, ce qui fait que les crabes se croisent très rarement et ils sont un peu stupides, puisque évidemment ils n'ont pas le choix que d'aller toujours tout droit. Et ça raconte l'histoire d'un jour, 3 de ces crabes qui vont découvrir qu'en fait vont un peu faire la révolution, parce qu'ils vont commencer à se dire mais est-ce qu'on peut vraiment tourner ou pas, et découvrir que c'est peut-être possible, et que finalement ce n'est pas à cause de c'est pas une tare génétique, mais c'est plutôt la stupidité qui est responsable de leur handicap. On continue, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des BD que tu aimes, tes influences? En fait, mes influences sont plus dans l'illustration que dans la bande dessinée. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'influencent, et beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce que font mes collègues, mais au niveau du dessin, il y a un illustrateur qui pour moi est mon mentor,
C'est un dessinateur qui s'appelle Kiraz, qui est un vieux monsieur, qui est toujours en vie, mais je ne pense pas qu'il dessine encore, mais il officiait surtout dans les années 60. Il a un style très rétro, et notamment il n'utilisait pas de traits autour de ses personnages, il travaillait que avec des formes de couleurs, et je suis complètement admiratif devant son travail. Je vous invite à aller voir un peu ce qu'il fait, c'est vraiment un très très grand artiste. Est-ce qu'il y a des bandes dessinées que tu as lues dernièrement, particulièrement lues? Alors, je pense que celle qui m'a le plus plu, c'est d'ailleurs, c'est chaque année un des favoris d'ailleurs au Festival d'Angoulême. Il s'agit d'une BD de Christophe Blain qui vient de faire deux tomes qui s'appellent Chroniques diplomatiques, qui s'appelle Quai d'Orsay. Chronique diplomatique, qui en fait raconte les coulisses du ministère des Affaires étrangères. Donc ça parle de la diplomatie, dans tout ce que ça a de complètement absurde. C'est-à-dire qu'on voit alors c'est au travers d'un ministre qui est un personnage de fiction mais qui s'inspire énormément du ministre des Affaires étrangères à l'époque, de Dominique de Villepin. Et c'est vraiment, ça montre l'absurdité en fait de ce milieu où finalement beaucoup de gens travaillent et s'affairent autour de rien, quoi. Et c'est complètement ubuesque et c'est vraiment très très drôle. Est-ce que tu lis aussi du manga japonais? Alors oui, d'ailleurs, enfin j'en lis pas énormément, mais il y en a que j'adore, et d'ailleurs si je devais citer la série que je préfère de toutes, c'est Monster de Naoki Urasawa, et j'aime bien tout ce qu'il fait, mais les Monster pour moi c'est un chef-d'œuvre. Là je suis en train de la relire pour la 4e fois. C'est une BD que je conseille souvent à des gens qui même non seulement ne lisent pas de manga, mais ils ne lisent même pas de bande dessinée. Alors je leur prête, ils regardent, qu'est-ce que c'est, et après ils sont complètement plongés dedans, ils peuvent plus, ça devient une drogue, et ils lisent tout comme ça à la suite. J'ai même offert ça comme cadeau, toute la série des Monsters, à un couple d'amis qui partaient en voyage de noces, et ils sont revenus, ils m'ont dit tu nous as gâché notre voyage parce qu'au lieu d'aller visiter les monuments, on restait dans l'hôtel en train de lire les Monsters. Donc c'est vraiment une BD qui est très animative, qui est à la fois très noire et très humaine aussi, les personnages sont très attachants, et je trouve que cette BD est vraiment formidable, ce manga. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit message au lectorat japonais ou à tes fans? Alors je ne pense pas juste employer le terme de fan, parce que, en tout cas pas au sens où moi je suis fan de Monster par exemple, mais en tout cas ça fait très plaisir d'être découvert et lu au Japon, grâce à Frédéric bien sûr, et ça fait un drôle d'effet de voir des bulles de ces bandes dessinées avec des idéogrammes japonais, parce que pour nous en France, pour la culture japonaise, nous en tant que dessinateurs, c'est le Graal, quoi. C'est quelque chose on doit énormément en fait au manga et à la japanime, donc c'est vrai, être publié au Japon, c'est une forme de reconnaissance qui a beaucoup d'importance. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer mon travail, et autant que j'aime celui qui est produit au Japon. Merci beaucoup. Merci à vous.